qui, toi, là-haut? À table, les enfants. Qui aurait osé imaginer que cela puisse arriver, ici, en Amérique? Une véritable armée de terroristes organisés, fanatisés. L'Amérique n'a pas été attaquée par des agresseurs étrangers depuis 200 ans, mon vieux. Leur cible, les États-Unis d'Amérique. Leur objectif, le contrôle du pays. Dans quelques heures, demain, l'Amérique aura changé de visage. Aujourd'hui, un seul obstacle se dresse contre leur projet. C'est fini pour toi. Ça marche pas, hein? Tenez, maintenant ça ira. Ils voulaient une guerre. On se reverra. En enfer, oui. Envoie-moi une carte. Chuck Norris. Invasion USA. Changé, 8 janvier. Bonjour à tous. Et oui, qui l'eût cru, 1985, les États-Unis sont menacés d'une invasion par un groupe d'horribles terroristes. Alors, c'est pas précisé dans la bande-annonce, mais vous l'avez compris. Ces terroristes, ce sont bien évidemment des communistes. Alors, on leur a mis des bérets de guerrieros d'Amérique latine et Amérique centrale, et puis une chapka, lui, quand même, hein, pour qu'on comprenne bien que c'est un rouge. Hein. Alors, il n'a pas besoin d'être russe, il est communiste, ça suffit. Et qui eût cru l'oser? Oui, il va attaquer à coups de lance-roquettes de gentilles familles américaines innocentes. Mais heureusement, Chuck Norris est là pour repousser à lui tout seul cette invasion. Alors, le scénario de ce très mauvais film qui nous sert d'introduction à ce cours est là pour illustrer le fait qu'on a pendant la guerre froide, mais pas que pendant, hein, mais la guerre froide est un moment où c'est très caricatural. On a toujours dans la culture des pays une manière de représenter l'ennemi et de construire une représentation du monde. Alors, quand c'est très caricatural comme là, ça se voit. Quand c'est à la manière soviétique, c'est-à-dire avec de la propagande d'État ou à la télé, on vous dit faut croire ça, ça se voit. Mais vous allez voir qu'en réalité, ça prend plein de formes qui sont tout à fait sympathiques. Ou pas d'ailleurs. Alors pour information, Invasion USA que vous avez vu là de 1985, c'est le remake, c'est-à-dire on a refait un film, on a repris le scénario d'un film qui date de 1952 si je dis pas de bêtises et qui s'appelait aussi L'invasion contre les États-Unis. Là je vous ai mis l'affiche allemande, mais où l'idée était la même, hein, c'était les rouges qui débarquaient. Donc bien évidemment, quel est le but de ce film? C'est de faire comprendre au public américain, mais pas que les États-Unis sont toujours en menacés d'une invasion et ils sont toujours en état de guerre perpétuelle, ce qui permet de justifier les budgets militaires et notamment la politique étrangère américaine, où on vous montre l'ennemi. Alors l'ennemi, il va changer selon le temps. Donc là, pendant la guerre froide, l'ennemi, c'est le rouge, le communiste, d'accord? Et puis, ça va évoluer, puisque je vous mets un autre film là qui s'appelle Aube Rouge, qui est de 1984, film qui a coûté 4 millions de dollars et qu'on a rapporté 40. Donc vous voyez que c'est tout à fait rentable de faire ce genre de film, hein. Le public apprécie. Eh bien, Aube Rouge, on a une bande, alors là c'est pareil, c'est une invasion américaine. Je vous mettrai la bande-annonce dans la description de la vidéo que vous irez voir, évidemment. Vous verrez qu'en 1984, donc l'ennemi c'est évidemment le soviétique qui attaque. Alors là, une bande d'adolescents américains. C'est un film qui est bien destiné à ce qu'on appelle un teen movie, c'est-à-dire vraiment on cible les jeunes américains pour qu'ils s'identifient aux héros. Bon, c'est un classique. Hein. Et donc ils vont former un groupe à 8, vous voyez, les Wolverines, et avec ça ils vont repousser l'armée rouge. Donc là c'est quand même pas mal. Bon, 30 ans plus tard, donc là je vous les montre quand même, ces méchants communistes, toujours avec leur chapka pour qu'on les reconnaisse bien. Et puis un tank, bon, on voit bien que c'est du TOC, mais on a compris que c'est un méchant tank soviétique. Bon, devant le McDonald's, un symbole quand même de l'Amérique à l'époque. Hein. Tout ça c'est pas fait pour se moquer. Ce sont des films qui aujourd'hui nous paraissent un peu gros, mais qui à l'époque paraissent tout à fait s'inscrivent dans le paysage, quoi, sont légitimes. Bon, 30 ans plus tard, en 2013. On a refait la même chose, sauf que cette fois, bon, vous vous doutez bien, l'ennemi n'est plus soviétique puisqu'il n'y a plus du RSS, mais il est nord-coréen, rassurez-vous, c'est toujours le communiste.
Et donc voilà, on a cette bande de jeunes plus modernes, c'est-à-dire moins 80s évidemment que les ceux de 84, qui là vont repousser aussi l'invasion communiste et la menace américaine. Donc, vous voyez, l'américain, le vrai bon américain est toujours prêt à se lever pour défendre son pays. Je vous mettrai aussi la bande-annonce de celui-là, vous pourrez comparer les deux, vous verrez un peu ce qu'il en est. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, c'est pour vous faire comprendre que dans un cas d'affrontement, dans une guerre entre deux pays, quand deux pays sont en conflit, on ne s'affronte pas militairement, on s'affronte aussi par les images, par la culture. Aujourd'hui, on va parler de tout un tas de choses, et notamment des différents aspects non militaires, c'est-à-dire en termes de non-agression directe entre les deux pays. Donc on verra tous les aspects de la guerre froide dans lesquels les soviétiques et les américains vont s'affronter. Vous vous doutez, on commencera par le cinéma et la culture. Mais bon, je veux commencer par ce diagramme. Vous voyez, là, vous avez le nombre représenté en proportion de morts militaires, donc de soldats tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc quand vous regardez cette infographie-là, vous voyez bien que, bon, bah, c'est très simple, ce sont clairement les soviétiques qui ont eu le plus de morts. Donc les soviétiques, ils ont eu le plus de, c'est eux qui ont perdu le plus de soldats. Donc si on doit comparer le coût, d'accord, ce qu'ils ont payé en termes d'hommes, il est bien évidemment que le pays qui a sacrifié le plus de ses soldats pour vaincre l'Allemagne nazie, c'est l'Union soviétique. Alors ça, c'est une information. Là, vous voyez une autre infographie qui est plus claire. Année par année, donc en noir, ce sont les Allemands, en bleu sont les... Alors les Alliés, vous avez le détail, hein, américain, anglais, etc. Et puis vous avez ici, sur le front Est, les Alliés, mais surtout ce sont les communistes, en fait, là, principalement. Donc les Soviétiques. Alors c'est très simple. Si pendant la guerre froide, vous expliquez à tout le monde que ce sont les Soviétiques qui ont sacrifié le plus d'hommes, je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 13 millions de soldats et plus de 14 millions de civils soviétiques qui meurent pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est sans commune mesure par rapport aux pertes alliées, même si évidemment les soldats anglais, canadiens, américains se sont battus avec un grand courage et n'ont pas hésité à faire le sacrifice de leur vie. Ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas du mérite de chacun. Il s'agit de la représentation, de la représentation que chacun a du pays qui a le plus perdu d'hommes et qui a été le plus ravagé. Et bien si vous racontez, dans tous vos films, vous montrez des soviétiques qui se sacrifient et qui subissent d'ailleurs les crimes de guerre nazis sur leur territoire, il est évident que vous créez de la sympathie pour eux. Or, dans un contexte de guerre froide, quand l'allié d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui, le but, c'est pas créer de la sympathie. Alors, vous allez voir que tous ces films où on présente systématiquement le communisme comme un agresseur et comme un véritable salopard, eh ben, ils vont modifier la représentation qu'ont les gens, même sur des conflits qui ne sont pas la guerre froide. Alors, vous avez là différents sondages, vous voyez, qui ont été réalisés en 1945, 94, 2004, 2014, 2015, où on demande aux gens quel est le pays qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne. Eh bien, au sortir de la guerre, tout le monde sait que c'est l'Union soviétique. Vous avez 57% des gens qui disent bon, bah, c'est l'Union soviétique, celui qui a le plus en termes de morts, tout le monde pense à ça, et en termes de souffrance et de destruction. Eh bien, après la guerre froide, non, ça devient les États-Unis qui ont le plus contribué. Ce qui ne remet pas en cause, je me répète, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne remet pas en cause le mérite et l'engagement américain. Ça vous montre simplement que, après 50 ans de films où on vous montre les soviétiques comme étant des ordures et où le cinéma américain ne traitera pas, ou très très peu, le front de l'Est, et ben, pour le public du bloc de l'Ouest et le public occidental, parce que ça c'est un sondage qui a été fait dans les pays du bloc de l'Ouest, et bien vous voyez que pour les gens, la Seconde Guerre mondiale se résume principalement au combat mené à l'ouest par les Américains, le débarquement, etc., ou le conflit dans le Pacifique. Parce qu'au cinéma, ils ont principalement vu ces films-là. D'accord ? Donc vous voyez l'enjeu culturel dans la représentation des choses, et à quel point ça modifie le rapport au passé. Pour information, je vous montre ici le niveau de dépenses, d'accord, militaires, donc dans le budget de la défense, mais quand on vous dit défense, ça veut dire armée, hein. Donc vous avez ici le budget de l'OTAN, ce qui inclut les États-Unis, hein, évidemment. Donc c'est le budget du bloc de l'Ouest, et là le budget du bloc de l'Est, puisque c'est l'Union soviétique. Et bien vous voyez qu'à aucun moment, les soviétiques ont été en mesure de dépenser plus que le bloc de l'Ouest. Pour autant, ils sont représentés, oui, 1985, invasion USA ou 84 au Bruges,
les deux films dont je vous ai parlé, eh ben, on voit que là où les Américains dépensent 2 fois plus face aux Soviétiques, on continue à vous les représenter dans le cinéma comme étant une menace, les Soviétiques et les communistes en général. D'accord? Donc, alors, il faut bien comprendre que ce type de film, ça justifie aussi le niveau de dépenses. Parce que pour l'Américain, ou pour aujourd'hui, hein, le jeune Français qui regarde Aube Rouge de 2013, il se dit, bah, les Américains ont raison de dépenser autant d'argent parce qu'ils sont vulnérables. Donc ils en dépensent, s'ils ne sont pas envahis, c'est qu'ils dépensent autant d'argent. Et s'ils dépensent autant d'argent, c'est parce qu'ils peuvent être envahis. Vous comprenez le type de raisonnement. Je vous mets aujourd'hui, ça s'arrête en 2017, une courbe avec 3 pays qui sont souvent représentés comme étant des méchants dans les films, c'est-à-dire les Chinois ou les Russes. Et vous voyez les budgets militaires. Le budget militaire américain, il a encore augmenté depuis 2017. Hein. Il est maintenant de mémoire à plus de 600. Il a 650 milliards de dollars. C'est-à-dire il est bien plus de 2 fois élevé, 2 à 3 fois plus élevé que le budget chinois. Et il est 10 fois plus élevé que le budget russe. Donc, si vous voulez vous amuser, vous faites un test, vous demandez aux gens, à vos parents ou aux gens qui s'intéressent à la politique, vous leur demandez de placer juste sur une courbe de 1 à 10 quels sont les pays qui dépensent le plus dans leur armée et avec quel rapport de proportion, vous comprenez? C'est-à-dire qu'entre le premier et le deuxième, il y a combien? Est-ce que le deuxième dépense un petit peu moins que le premier ou 2 à 3 fois moins? Et vous verrez, vous serez surpris parce que les gens vous diront qu'évidemment, bon, c'est les Américains qui dépensent le plus, mais je serais très étonné qu'on vous dise que le budget de la défense russe, c'est 10 fois il est 10 fois inférieur, c'est 10% du budget américain, ou que le budget de la défense chinoise, c'est 2 à 3 fois inférieur. Vous verrez, c'est un test rigolo. Alors, il faut pareil, je vais surtout pendant ce cours vous montrer des documents qui sont issus du bloc de l'Ouest, parce que c'est entre guillemets les plus accessibles. On a déjà vu en cours beaucoup de documents soviétiques, mais ne croyez pas que les soviétiques ne font pas de propagande, ils en font. Simplement, comme vous êtes dans un pays qui est une dictature, eh ben vous avez pas de liberté d'entreprendre. Vous n'avez pas un cinéma, un Hollywood, il n'y a pas de Hollywood soviétique qui est indépendant. Donc vous avez moins de films à être produits, les films coûtent de l'argent, ils en rapportent bien moins que ce qu'ils coûtent. Je vous ai dit que le film Aube Rouge en 84 a coûté 4 millions, il en a rapporté 40. Donc faire des films dans lesquels on vous montre des invasions soviétiques des États-Unis, ça rapporte de l'argent, donc on aurait tort de ne pas le faire, ce qui fait qu'il y en aura beaucoup plus. Et puis c'est entre guillemets, même si, bon, Invasion USA avec Chuck Norris c'est très mauvais, mais il y a certains films dans lesquels il y a du talent qui peut s'exprimer, il y a des budgets qui sont conséquents, donc les soviétiques sont beaucoup plus embêtés parce qu'ils ont une propagande d'État, une propagande officielle, et quand c'est l'État, je vous l'ai déjà dit, qui colle des affiches partout, bon, vous finissez par le croire, mais dans les années 80, 70-80, en Union soviétique, les gens n'y croient plus, on en reparlera plus tard. Donc il faut bien voir ça, c'est que les soviétiques ont un appareil de propagande d'État, là où c'est toutes nos sociétés et tous nos cinémas et tous les créateurs individuels à l'Ouest qui peuvent relayer des choses. Donc on va voir dans cette partie du cours sera l'affrontement en multiples dimensions, la culture, le sport, la technologie, la course aux armements et aussi les guerres paralliées interposées. Alors sur le plan culturel, on va revenir dans les années 50. Vous avez dans les années 50 aux États-Unis un phénomène qu'on appelle alors la peur rouge, the red scare en anglais, d'accord? On se met à avoir peur des rouges, on en voit partout. Alors pourquoi est-ce qu'on en voit partout? C'est parce que vous avez cet homme, le sénateur Joseph McCarthy, qui va faire une... Alors sénateur, c'est un homme politique américain, ce serait une espèce de super député, d'accord? Parce que les institutions américaines ne sont pas les mêmes que les nôtres. Mais disons c'est un homme politique très important et très influent à l'époque, qui va se mettre à animer une énorme campagne. Vous voyez sur cette carte, il fait une réunion où il explique, c'est simple, que les communistes se sont infiltrés dans toute la société américaine et qu'en réalité, c'est pas tant d'une invasion américaine qu'il faut avoir peur, mais plutôt d'une infiltration de tous les communistes qui peuvent être partout. Donc on se met à en voir partout. Et McCarthy, qu'est-ce qu'il réclame? Eh bien c'est simple. Il demande à ce qu'on vire de la presse, du cinéma, de tous les postes d'influence, tous les communistes ou les gens qu'on soupçonne de l'être. Ce qui fait qu'il y a des centaines de personnes qui perdront leur travail à Hollywood, qui soient communistes ou non d'ailleurs. Hein. À l'époque, il suffit que vous exprimiez des sympathies pour des politiques de redistribution sociale. Si vous commencez à dire que ça serait bien d'avoir une sécurité ou un chômage pour tous, on peut déjà considérer que c'est du communisme. Hein. Il faut voir que c'est pas quelque chose de fin. Hein. Et ben, ça va se traduire, vous allez voir dans les deux documents que je vous mets là,
Donc là, dans une BD, on va vous raconter l'iceberg rouge. Alors vous avez compris, hein, ça c'est le Titanic, avec l'oncle Sam qui est dessus. Il va heurter l'iceberg communiste. Il ne le voit pas, il pense qu'il passe à côté. Et il finira comme tous les pays qui ont basculé dans le camp communiste, qui ont heurté cet iceberg. Donc vous avez la tombe ici. Et là, sur ce tract, on vous dit, alors don't patronize, c'est-à-dire vraiment ne financez pas les rouges. Chers Américains, enfin pas chers, Américains, ne financez pas les rouges, d'accord? Vous pouvez les chasser de la télévision, de la radio, d'Hollywood, etc. Bref, il faut les repérer. Donc surtout, soyez vigilants. Vous pourrez regarder, pour ceux qui comprennent l'anglais, un peu le détail du tract. Il est assez rigolo. Mais ça va se traduire par la persécution de gens qui n'ont rien fait. Et il va y avoir de graves atteintes aux libertés publiques et à la liberté d'opinion aux États-Unis. N'oubliez pas que pendant cette période, les États-Unis sont une démocratie. Hein. Ce ne sont pas une dictature. D'accord? Ce qui fait que des gens qui ont des opinions ou des sensibilités socialistes ou communistes seront accusés d'être des soutiens de l'URSS et perdront leur travail. Alors pour les jeunes, comme vous, on peut voir dans les mangas ou dans les bandes dessinées, ça, on va s'en donner à cœur joie. Donc on vous raconte l'histoire de la révolution russe, effectivement, de ce communisme athée qui s'en prend aux libertés religieuses, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Hein. On voit le marteau et la faucille qui s'apprêtent à couper la main de la statue de la liberté qui porte haut la flamme de la liberté. Donc le communisme menace bien évidemment les libertés publiques. Pour demain, c'est pour demain, hein. L'Amérique sous le contrôle communiste, avec justement les communistes infiltrés qui, là, de l'intérieur, vont se soulever et nous feront perdre nos libertés. Mais rassurez-vous, Captain America est là, d'accord? Parce que Captain America, c'est un écraseur de coco, comme Smasher. Donc lui, il traque les communistes où qu'ils soient. Et heureusement, il avait traqué les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est là où il apparaît. Rassurez-vous, juste après, il va pas être au chômage. Il traquera les communistes et il leur fera la peau, comme vous le voyez là. Soit pour les communistes infiltrés. Alors là, on voit une usine derrière. Et vous voyez, Captain America strikes the betrayers. Donc il écrase, il frappe les traîtres. Et oui, les communistes infiltrés, les Américains qui se font passer pour de bons Américains, mais qui sont en réalité des méchants communistes. Captain America les trouvera. Et aussi, évidemment, les mutants, hein, les mutants communistes, n'oubliez pas. On est en pleine période de développement de l'arme atomique, de développement du nucléaire civil, etc. Donc l'atome est à la mode, d'accord? L'atome est à la mode et on a peur des radiations, d'être irradié par l'arme atomique. Donc la méchante créature mutante avec son marteau et sa faucille pour qu'on comprenne bien que c'est un communiste, Captain America n'a pas peur, il lui fera la peau. Notez qu'en parlant de radiation, c'est à cette époque-là que les X-Men apparaissent. Alors aujourd'hui, on vous explique dans les films, on ne précise pas exactement. On dit qu'ils ont muté pour des raisons génétiques, ou qu'au fond c'est une différence. Aujourd'hui, on est plutôt dans le X-Men vu comme étant l'homme différent, et on est sur une réflexion là-dessus. À l'époque, les X-Men, le nom de X-Men, c'est Children of the Atom, c'est-à-dire les enfants de l'atome. En fait, ils sont là parce qu'ils ont muté suite à des radiations. Alors ça évoluera, on réécrira un peu ça au fur et à mesure des époques dans la série. Bien évidemment, ce qui peut vous arriver de pire, épouser un communiste. Alors vous voyez cette Laraine Day aussi ici, qui est une actrice, qu'on voit là, qui a épousé Robert Ryan, qui est un communiste, évidemment, et qui va l'utiliser et utiliser sa beauté et manipuler sa femme, d'accord, pour des opérations de subversion, des opérations anti-américaines. Donc le cinéma traitera de ça. Attention, vos proches peuvent être des communistes et ils se cachent. Il faut savoir les détecter. C'est aussi l'époque, c'est intéressant, où vous avez dans la science-fiction où on se met à voir il y a des peurs d'invasion. Alors vous voyez, ça c'est un film célèbre qui s'appelle L'invasion des profanateurs de sépultures, mais qui traite de cette espèce de paranoïa collective aux États-Unis. On a peur à la fois d'une invasion communiste, d'un ennemi de l'intérieur. Bref, le cinéma recycle ça. Et évidemment, les années 50, c'est la grande époque des soucoupes volantes. Vous allez me dire quel rapport avec le communisme? Et bien en fait, c'est que les Américains vivent dans la peur d'une invasion. Et tout le monde libre, hein, et même plus que le monde libre, se dit qu'est-ce qui peut se passer. Alors, je ne développe pas sur les soucoupes volantes, mais il faut voir que c'est un phénomène qui apparaît au moment de la guerre froide, pas dans sa réalité, hein, mais dans la peur de ce qu'elle est, et tout le monde en voit partout. Et qu'après la guerre froide, ça va s'arrêter, on va voir beaucoup moins d'ovnis, et aujourd'hui, ils sont beaucoup, beaucoup moins à la mode. Hein.
On est plus dans le zombie que dans l'OVNI. Alors, il y a des bons films, rassurez-vous. Le cinéma de la guerre froide va produire d'excellents films aussi. Je ne vais pas vous faire une liste complète, ce serait trop long. Parmi tous les mauvais films ou les films aujourd'hui caricaturaux, il y a des chefs-d'œuvre. Docteur Folamour de Stanley Kubrick, dont je vous ai déjà parlé, et dont vous avez trouvé et vous avez regardé la bande-annonce puisqu'elle était dans la description de la vidéo précédente. Ça, Le Troisième Homme d'Orson Welles, c'est un chef-d'œuvre absolu qui se passe à Vienne, dans la Vienne occupée dans l'immédiate après-guerre. Et vous avez dans les James Bond, les premiers James Bond, vous avez des films vraiment de qualité, et dont Bon baiser de Russie est un film tout à fait excellent. Alors, ces thèmes de la guerre froide, bon, que ce soit la division d'une ville comme Berlin, alors en l'occurrence c'est Vienne, mais dans Le Troisième Homme, la peur de la guerre atomique dans Docteur Folamour, ou alors l'espionnage et les relations entre les blocs dans James Bond, ils vont être traités plus directement après par le cinéma américain, quand vous aurez des conflits de la guerre froide qui seront traités par des cinéastes. Je pense encore à lui, Stanley Kubrick dans Full Metal Jacket, ou Apocalypse Now, qui est la relecture d'un roman anticolonial de Joseph Conrad qui s'appelle Au cœur des ténèbres, qui est transposé dans le Vietnam. Ça sont deux très grands films. Apocalypse Now, c'est un film incroyable. Donc le cinéma américain est capable aussi de traiter les conflits de la guerre froide de façon artistique et assez géniale. Et là, on n'est plus dans la propagande anti-rouge, si vous voulez. On est dans des œuvres qui réfléchissent sur la guerre, sur l'expérience des hommes, etc. N'oubliez pas, les Russes aussi font du cinéma. Il y a une école de la science-fiction russe qui est excellente en littérature ou en cinéma. Ici, vous avez Tarkovsky. Alors, si vous voulez voir du cinéma un peu d'auteur, mais plus que ça, contemplatif, très esthétique, tout Tarkovsky, c'est assez génial. Donc, je vous mets la fiche de Solaris. Vous pouvez regarder ça. Et ici, c'est Idi Smotry, qui est un film qui veut dire viens et vois, va et vois, viens et vois, et qui raconte l'expérience sur le front de l'Est d'un jeune soviétique, quoi, d'un enfant, disons d'un préadolescent, pendant l'invasion allemande, et là qui vous montre, du point de vue soviétique, ce qu'a été l'invasion et la guerre sur le front de l'Est. Bon, c'est cataclysmique, et ce sont des très très grands films. Mais voilà typiquement des narrations que vous connaissez moins, vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ces films, parce qu'ils sont faits dans le bloc de l'Est, et qui vont avoir un écho beaucoup beaucoup moindre dans le bloc de l'Ouest. Solari, je vous ai mis la fiche italienne, vous voyez, c'est la riposte du cinéma soviétique à 2001, Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est un film immense, mais les soviétiques aussi réagissent aux grands films américains, et pas que américains, qui sont produits à l'époque. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe sur le plan sportif, parce que là, vous voyez que dans le cinéma, la guerre froide est traitée, les blocs sont mis en scène, la rivalité, la conquête spatiale, les guerres existent, mais il y a aussi un autre domaine où là, on va s'affronter, et heureusement pas militairement, mais sur des terrains, c'est le plan sportif. Alors là, je vous mets l'affiche d'un documentaire qui s'appelle Red Army, et que je vous invite à voir, je vous mettrai la bande-annonce dans la description de la vidéo, et qui parle de l'équipe de hockey sur glace d'Union soviétique. Le hockey est un sport très populaire en Russie, et ils vont avoir dans les années 80 la meilleure équipe du monde, et équipe soviétique qui pour la première fois va aller affronter les équipes américaines. Vous savez que le hockey est un sport très populaire au Canada et aussi aux États-Unis d'Amérique. Donc là, il y aura des affrontements sur la glace entre soviétiques et américains et canadiens. À ce propos, il est très probable que vous regarderez le documentaire et vous comprendrez pourquoi Rocky IV, dont je vous ai déjà montré la bande-annonce dans la première vidéo introductive, Rocky IV, on voit en boxe un Américain qui va battre un Russe sur son terrain, et bien en fait c'est la réponse cinématographique à cette réalité-là, c'est-à-dire les performances de l'équipe soviétique de hockey sur glace. J'en dis pas plus, mais vous regarderez le documentaire et vous réfléchirez à ça après. Alors les JO. Les JO sont une compétition sportive qui est intéressante parce que tous les pays du monde y sont représentés. Et à l'époque, ça veut dire qu'on a dans des compétitions sportives des athlètes des deux blocs qui s'affrontent. Alors là, je vous ai mis un tableau, enfin pas un tableau, un graphique qui vous montre le nombre de médailles obtenues par l'URSS en rouge et par les États-Unis à chaque JO qu'il y a eu. D'accord ?
Donc on reprend les JO en 52. Il n'y en a pas eu en 48 parce qu'on sortait de la guerre et qu'on avait autre chose à faire. Mais à partir de 52, ça repart. Et puis tous les 4 ans, sans interruption, il va y en avoir pendant toute la guerre froide. Alors vous constatez que les soviétiques vont réussir à avoir systématiquement, d'accord, l'URSS aura toujours plus de médailles que les Américains. Pourquoi les soviétiques vont faire un tel effort, vont entraîner des athlètes et les doper aussi. Les Américains n'étaient pas avares de dopage non plus, mais il semblerait que les Russes et les soviétiques ont atteint des niveaux là-dedans qui soient absolument sans précédent. En tout cas, les athlètes soviétiques se feront un devoir de battre les Américains dès qu'ils le pourront au JO, en tout cas d'avoir plus de médailles au final. Et sauf, vous voyez, là, il y a 2 années, boycott, où, en 80, tiens, les JO ont lieu à Moscou et les Américains n'y vont pas. Et oui, les Américains ne seront pas présents, ils vont boycotter, c'est-à-dire qu'ils vont refuser d'y aller. Pourquoi ? 1980, un an plus tôt, en 79, l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. J'en reparlerai un peu tout à l'heure, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc pour dénoncer cette invasion soviétique d'un pays et donc cette agression soviétique, les Américains disent, nous qui défendons la liberté, nous refusons d'aller aux JO de Moscou. 84, les JO sont organisés à Los Angeles, donc aux États-Unis. Réponse du berger à la bergère. Cette fois, les soviétiques boycottent. 88, dernier JO à Séoul. Et vous voyez après, on ne va pas plus loin, puisqu'en 92, les soviétiques ne seront pas présents. Tout simplement parce que l'Union soviétique a été dissoute, puisqu'en 91, à partir de 91, il n'y a plus d'Union soviétique. Mais je traiterai ça en détail dans le prochain cours. Donc vous avez une carte des différents boycotts. Vous voyez, en 1980 en bleu, on a une partie des pays d'Amérique du Sud et les États-Unis et le Canada, plus certains pays européens, dont l'Allemagne de l'Ouest, qui ne vont pas aller, plus les pays alliés des États-Unis, qui boycotteront les JO de Moscou. Et c'est le bloc de l'URSS, d'accord, l'Allemagne, l'Europe de l'Est et l'URSS qui boycottent les JO de Los Angeles en 1984. Si vous me demandez pourquoi il y a un boycott en 76, je vous le dis maintenant, c'est parce qu'en 76, il y avait des Jeux Olympiques, je reviens là-dessus, à Montréal, sauf qu'était présent à Montréal l'équipe d'Afrique du Sud, et que l'Afrique du Sud, on en parlera un petit peu quand on parlera de la décolonisation, c'est un pays qui avait des lois raciales qu'on appelle des lois d'apartheid, et donc pour condamner le racisme d'État en Afrique du Sud, où en fait les Noirs avaient bien moins de droits que les Blancs, eh bien un certain nombre de pays d'Afrique ont boycotté ces JO-là. Voilà. Je connais mal ce boycott, mais j'espère ne pas dire de bêtises, mais c'est la situation. C'est par rapport au régime d'apartheid en 1976 que les pays d'Afrique, et pas que, mais parce que vous voyez, ici il y a un boycott, mais par rapport au racisme d'État sud-africain qu'on boycotte. Parenthèse fermée. Image des JO de Moscou. Allez, on s'envole vers les Jeux Olympiques de Moscou. Vous voyez, on vous montre cette belle affiche soviétique. Et là, une affiche française, Jeux Olympiques de Moscou, boycott, n'y allez pas. Solidarité avec les opposants, les travailleurs et les peuples du RSS, qui sont dominés. Et vous voyez, là, les anneaux sont présentés comme des barbelés. Et on a le sympathique ours soviétique représenté avec son fouet, ce qui montre bien c'est la conception qu'il a de la liberté. Alors, sur le plan technologique, il se passe pendant la guerre froide ce qui a été sans doute la plus belle aventure technologique du XXe siècle, c'est-à-dire la conquête spatiale. La course à l'espace ou la conquête spatiale. Lequel des deux pays entre les États-Unis et l'Union soviétique, vous voyez, sera le premier à aller dans l'espace, à envoyer un homme dans l'espace, à aller sur Mars, à aller sur la Lune, évidemment. Et j'ai bien dit à aller sur Mars parce que la question se posera un moment, mais je vous laisserai aller chercher de votre côté là-dessus, vous verrez, c'est passionnant. Donc on a une vraie bataille technologique. Alors pourquoi c'est une guerre technologique ? Parce que aller dans l'espace, ça suppose de découvrir des technologies et d'inventer, de tout inventer pour y aller. Parce qu'aller dans l'espace, c'est pas prendre un avion pour faire Paris-New York ou Paris-Moscou. Il s'agit de relever des défis technologiques. Et donc, autant sur le plan sportif, quand les deux pays s'affrontent, on voit entre guillemets, des individus qui représentent leur pays, parce que au JO, souvenez-vous qu'on court pour son pays, donc ce sont bien les drapeaux et les pays qui s'affrontent. Donc si on gagne, on a quand même l'impression d'être le plus fort. On se dit, cet athlète-là bat les performances. Le sport soviétique ou le sport américain, eux, c'est quand même les meilleurs. Donc ça donne une super image, et ça montre la capacité que vous avez à investir là-dedans pour entraîner votre jeunesse. Sur le plan technologique,
C'est pas une compétition physique comme le sport, c'est une compétition de l'intelligence, entre guillemets. Est-ce que vos universités, est-ce que vos chercheurs sont les meilleurs? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir des technologies que les autres n'ont pas? C'est toujours autant d'actualité, hein, avec l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Donc à l'époque, 1957, le vol du Spoutnik. Alors vous voyez ce petit objet, c'est le premier satellite artificiel qui a été réalisé par l'homme et qui s'est retrouvé dans l'espace. Alors je dis bien satellite artificiel, parce que vous savez que la planète Terre a un satellite naturel qui s'appelle la Lune. Et oui, la Lune artificielle, ça veut dire qu'il a été fait de main d'homme. La Lune n'a pas été faite par les hommes. Et ces satellites aujourd'hui, c'est simple, c'est ce qui vous permet de faire de la photographie satellitaire, de mettre des télescopes pour regarder dans l'espace, d'avoir des GPS, de faire de l'espionnage, d'avoir des communications. Le monde entier peut échanger via satellite. Toutes les technologies, vos téléphones portables, si les satellites s'arrêtent, alors vos téléphones ne communiquent pas directement avec le satellite. Hein. Il y a des téléphones satellitaires, mais les smartphones, ils cherchent des antennes relais, mais ces antennes relais, elles envoient directement un signal à des satellites qui vous les renvoient. Pareil pour la télévision, etc., etc. Bref, le monde dans lequel on vit, il vient de cet exploit technologique qu'est le Spoutnik. Voyons comment ça a été perçu à l'époque. À l'époque, c'est la première fois qu'un satellite artificiel se trouve dans le ciel. Il faut imaginer l'impact que ça a eu dans l'opinion publique mondiale, c'est-à-dire la manière dont les peuples et les individus réagissent et pensent collectivement. Dans le bloc de l'Ouest, ce ne sont pas les Américains qui ont envoyé les premiers satellites, ce sont les Soviétiques. C'est-à-dire qu'en 1957, le modèle soviétique, vous comprenez, les Russes peuvent dire, attendez, on a un système de recherche, d'accord, et un système universitaire, et nos savants sont les meilleurs. On est capable de faire des exploits avant les États-Unis, sachant qu'ils étaient en course. Les Américains vont lancer un satellite quelques mois plus tard, mais les premiers ont été russes. De même que le premier être vivant à entrer dans l'espace, c'est cette chienne, Laika, qui sera envoyée quelques mois après Spoutnik, et qui fera un tour de l'espace. Elle va mourir au retour, parce que vous doutez bien qu'envoyer un être humain ou un être vivant dans l'espace et le ramener, c'est une opération extrêmement compliquée. Il faut tout inventer à l'époque. Technologie de communication, les matériaux pour sortir des différentes couches de l'atmosphère. Vous verrez, il y a des articles qui sont très bien faits qui expliquent ça. Hein. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a des défis technologiques à relever. Et on est dans une course, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas donné 30 ans pour le faire. C'est qui, d'une année à l'autre, va être le plus efficace. Et Laika encore, premier être vivant dans l'espace. Vous voyez ce timbre commémoratif. Le premier être humain, ce sera lui, 1961, Yuri Gagarin, un pilote de l'armée de l'air soviétique, issu d'un milieu pauvre, un vrai prolétaire russe, devient le héros de la conquête spatiale, et il fera les couvertures des magazines du monde entier. C'est le premier homme dans l'espace. Gagarine est le premier homme à avoir vu la Terre. Vous, depuis que vous êtes tout petit, vous voyez des photos, des représentations de la Terre, ça vous paraît absolument naturel. Il faut que vous compreniez qu'avant le vol de Gagarine en 61, aucun être humain n'a vu la Terre de ses yeux. On a pu faire de la cartographie, on a des photographies aériennes, mais sortir de l'atmosphère terrestre pour voir la Terre, c'est lui, le premier homme, qui a vu les continents, les océans, etc. Donc, il va fasciner le monde, il va devenir une superstar, il fera des tournées triomphales, et c'est un soviétique. Et pour les soviétiques, vous voyez ici, sur la couverture du Times, qui est quand même un grand magazine américain, il va être homme de l'année, c'est le premier homme dans l'espace. Les Américains se sont encore fait doubler, c'est la 3e manche que remportent les soviétiques. Ils ont envoyé un de leurs citoyens, un de leurs héros, dans l'espace. Et il faut comprendre que pour tous les gens dans le monde à l'époque, on se dit, mais ces soviétiques sont incroyables. Ils ont réellement un modèle de société, là, leur modèle communiste, il est capable de faire des exploits. Il est aussi performant que le modèle américain. Ils ont une armée puissante, ils ont des technologies, ils battent les Américains, donc il y a un enjeu énorme en termes symboliques. Tel point que vous voyez, le marteau, là, le marteau est représenté comme étant cette petite capsule Vostok avec laquelle Gagarine est allé dans l'espace. Petite rétrospective pour voir ce que ça donnait aux informations à l'époque. Souvenez-vous, le 12 avril 1961, c'était à Moscou. Les tramways s'arrêtaient, les hommes lançaient leurs chapeaux en l'air de joie, les écoliers désertaient l'école, la Pravda titrait en caractères rouges un événement important dans l'histoire du monde. En effet, Yuri Gagarin venait d'effectuer le premier tour du monde en orbite. Jacques Violet retrace les faits. 12 avril 1961, 7h07 à Baïkonour,
en Asie centrale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un être humain quitte la Terre pour en faire le tour. On ignore alors tout sur les effets de la pesanteur. Personne ne sait si l'homme peut résister, vivre dans l'espace. Youri Gagarin, 27 ans, peut enfin vérifier que la Terre est bien ronde. Il restera 108 minutes dans l'espace, un seul petit tour de Terre, à environ 200 km d'altitude et 28 000 km/h. Installé, ou plutôt recroquevillé dans une minuscule capsule, le vaisseau Vostok, équipé d'un curieux siège éjectable. Gagarine rentrera sur Terre entier et en pleine forme. Le monde entier est stupéfait qu'un homme soit revenu du ciel. Il est accueilli en véritable héros. Nikita Khrouchtchev lui-même avait fait le déplacement à l'aéroport pour le recevoir avec des fleurs. Personnage fait de fierté et de tendresse, le voici avec ses parents, son épouse et l'une de ses filles. Gagarine était alors de toutes les manifestations officielles, de toutes les fêtes. Et dans le contexte politique de l'époque, le commandant de l'armée rouge allait jouer un rôle d'ambassadeur itinérant dans le monde entier. Il est venu 3 fois en France, acclamé par des foules considérables. Il expliquait les succès soviétiques dans l'espace. Lorsque soudain, le 27 mars 1968, la radio soviétique annonce la mort du héros dans un banal accident d'avion. C'était un vol d'entraînement sur un MiG-15, un avion démodé. Alors le doute s'installe sur les circonstances de la mort de Gagarine. Essayait-il un nouveau prototype ou préparait-il un vol spatial? Le secret officiel entoure toujours cet accident. Depuis 25 ans, la compétition, la course à l'espace a continué et continue. Un Américain a même décroché la Lune. Aujourd'hui, l'homme vit et travaille dans l'espace. Alors que les Américains sont encore traumatisés par la mort de leurs 7 astronautes, l'URSS vient d'envoyer 2 cosmonautes pour vivre dans la plus grande station orbitale jamais envoyée dans l'espace. Vous noterez que le journaliste a parlé d'astronautes américains, de cosmonautes russes, et nous, on parle de spationautes. À moins que ce soit des spationautes américains, j'ai un doute. S'il y a 3 termes, c'est la même chose, c'est en fait dans les 3 langues. En français, en anglais et en russe, on dit spationaute, cosmonaute ou astronaute, mais c'est exactement pareil. Bon, 61, Gagarine est dans l'espace, vous avez vu. Star mondiale, héros soviétique, victoire immense pour la science russe et la science communiste et soviétique. Donc là, les Américains doivent réagir. Ils ont perdu les 3 premières manches. S'ils ne veulent pas se faire dépasser, il faut qu'ils arrivent à faire un exploit incroyable, vous l'avez compris, aller décrocher la Lune, comme c'était dit dans le reportage. Vous connaissez le nom, hein, il y a 2 grands héros de la conquête spatiale, Gagarine et Neil Armstrong évidemment. Alors pour annoncer aux Américains que cette fois on met le paquet et qu'on sera les premiers à aller marcher sur la Lune et à en revenir, le président Kennedy, en 1962, fait un discours. Début 63, j'ai un petit doute, peu importe. Il fait un discours où il annonce qu'on a choisi d'aller sur la Lune. Et il va expliquer pourquoi cet objectif très ambitieux, qui va coûter une fortune, il annonce bien qu'on dépensera sans compter, qu'on va former tout ce qu'on peut pour arriver à réaliser cet exploit et battre les communistes. Il dira, c'est ça le challenge, c'est ça l'objectif américain. C'est ça être américain. Regardez ce discours. Dedans, Kennedy montre bien ce qu'est la vision du monde. À la fois l'orgueil blessé des Américains, mais en même temps leur capacité à dire, à se penser comme un peuple entreprenant et capable de réaliser l'impossible. For the eyes of the world now look into space, to the moon and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. We have vowed that we shall not see space filled with weapons of mass destruction, but with instruments of knowledge and understanding. Yet the vows of this nation can only be fulfilled
if we in this nation are first, and therefore we intend to be first. In short, our leadership in science and industry, our hopes for peace and security, our obligations to ourselves as well as others, all require us to make this effort, to solve these mysteries, to solve them for the good of all men, and to become the world's leading spacefaring nation. We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained and new rights to be won, and they must be won and used for the progress of all people. For space science, like nuclear science and all technology, has no conscience of its own. Whether it will become a force for good or ill depends on man. And only if the United States occupies a position of preeminence can we help decide whether this new ocean will be a sea of peace or a new terrifying theater of war. I do not say that we should or will go unprotected against the hostile misuse of space any more than we go unprotected against the hostile use of land or sea. But I do say that space can be explored and mastered without feeding the fires of war, without repeating the mistakes that man has made in extending his writ around this globe of ours. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Vous le voyez, Kennedy, au début de son discours, dit bien, hein, il y a deux manières de voir la conquête spatiale. Il y a celle qui va mettre un drapeau agressif et des armes de terreur dans l'espace, et puis qui est celle de l'Union soviétique. Il ne nomme pas les Russes, mais vous avez bien compris. Et il dit, il y a autrement la manière pacifique de s'encer dans la conquête spatiale pour faire progresser la paix, la sécurité et le bien de l'humanité, qui est la manière américaine. Donc si les Américains vont sur la Lune, nous dit Kennedy, c'est pour le bien du monde, et c'est aussi parce que l'Amérique est capable de relever les défis les plus difficiles, et il entend bien prouver que le système scientifique, industriel et technologique américain est le plus performant. Et en 1969, ce sont les Américains qui gagnent finalement la bataille spatiale, puisqu'ils seront les premiers à envoyer un homme sur la Lune et à le ramener. C'est Neil Armstrong, vous le savez. Et exploit, peut-être que vous n'en avez pas conscience, c'est que le voyage d'Armstrong et de ses coéquipiers sur la Lune a été retransmis en direct à l'époque dans le monde entier. C'est-à-dire que les gens ont pu suivre l'envol de la navette, de la fusée à Cap Canaveral et son arrivée sur la Lune. C'est pour ça que certaines images sont aussi de qualité aussi faible. Celle que je vais vous montrer maintenant notamment, comprenez bien que c'est du direct. Et ça, c'est un exploit technologique incroyable. Envoyer en direct des images depuis la Lune sur la Terre pour que tout le monde les voit, les gens étaient bluffés. Regardons-les, ces quelques images et les mots célèbres d'Armstrong. Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. And step off the limb. That's
One small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. It's Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, dira Armstrong. Si un jour vous allez à Moscou, vous pourrez voir dans un des grands parcs de la ville ce monument qui est le monument des conquérants de l'espace, d'accord, des héros de la conquête spatiale, où on voit bien ce peuple soviétique qui travaille, qui se met en ordre de marche et qui vise sous la conduite de Lénine à aller toujours plus haut, à vaincre toutes les difficultés et à faire effectivement la conquête de l'espace. Vous voyez, une espèce de monument gigantesque qui se termine comme ça, qui montre que les soviétiques sont allés dans l'espace. Un jour, peut-être que vous irez le voir. Alors pour aller plus loin là-dessus, deux œuvres que vous devez impérativement voir. Bon, 2001 Odyssée de l'espace, qui est un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, qui est sans doute l'un des meilleurs films de science-fiction jamais fait, et on verra si on fait mieux plus tard. C'est d'une esthétique absolument incroyable. C'est réalisé un peu après, ça sort un peu après l'exploit d'Armstrong sur la Lune. C'est un film qui à la fois, permet de comprendre et retranscrit tous les rêves de ce que représente l'espace à l'époque. Toute l'esthétique, parce que la science-fiction s'est déjà emparée depuis des années de ça, mais là enfin on a un grand film qui nous montre ça. C'est absolument fabuleux, regardez-le. Et aussi, je vous recommande une bande dessinée qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle Le complexe du chimpanzé, qui est un des trucs les plus intelligents qu'on ait fait sur la conquête spatiale. C'est une uchronie, j'en dis pas plus, si vous avez la possibilité de le lire, c'est en 3 tomes, c'est tout à fait fantastique. Donc voilà 2 œuvres, et bien évidemment chez les Russes, Solaris de Tarkovsky, qu'il faut avoir vu. Alors, on va voir maintenant un aspect un petit peu plus militaire de la guerre froide, c'est-à-dire le conflit non pas direct, sinon, rappelez-vous, équilibre de la terreur, guerre atomique, c'est fini. Non. Comme les deux puissances ne s'affrontent pas directement, elles vont s'affronter indirectement. Comment ? En s'affrontant par alliés interposés. Alors, je voudrais reprendre un tout petit peu, illustrer cette notion-là à travers la guerre du Vietnam. Qu'est-ce qui se passe pendant la guerre du Vietnam ? Le Vietnam Nord est communiste et il veut unifier le Vietnam, c'est-à-dire que le Sud est pro-américain, le Vietnam est coupé en deux. Et donc le Nord envoie une guérilla qu'on appelle les Viet Cong, qui sont soutenus par une partie de la population du Vietnam Sud, qui veut un Vietnam unifié. Et donc les Américains, pour soutenir le gouvernement, qui était d'ailleurs une dictature sans nom du Vietnam Sud, envoient des troupes pour empêcher que le Vietnam Sud ne tombe aux mains des communistes et que le communisme ne prenne le contrôle à terme de toute l'Asie du Sud-Est. Donc ils vont envoyer des hommes. Alors, il faut bien comprendre que l'armée américaine, à l'époque, c'est la première armée du monde, il n'y a pas de doute. Ils ont un armement et des soldats qui sont bien entraînés, bien équipés. Et le petit Vietnam Nord, même s'il est soutenu par la Chine communiste et par l'URSS, ne peut pas aligner un armement pareil. Donc, ce qui va se développer au Vietnam, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Alors, une guerre asymétrique, c'est très simple. Vous savez, en géométrie, la symétrie, c'est quand vous n'avez pas de symétrie, c'est-à-dire d'égalité entre deux choses. Et bien là, ces deux choses-là, c'est les deux armées. L'armée du Vietnam Nord, du Vietnam, les Viet Cong, d'accord, les Vietnamiens qui se battent contre les Américains n'ont pas leurs moyens technologiques, mais ils ont d'autres stratégies. Et là, les Américains, en gros, ils ont un énorme marteau et pour écraser une myriade de petites choses qu'on ne peut pas frapper avec un marteau comme ça. Vous comprenez ? Vous allez voir. Voilà typiquement la guérilla Viet Cong. Vous avez des hommes qui vont être dans la journée paysans et qui le soir vont prendre les armes pour aller attaquer une base ou un groupe de soldats américains, qui se fondent dans leur environnement qu'ils maîtrisent parfaitement. Ils n'ont pas d'uniforme, ils sont insaisissables, et les troupes américaines doivent les arrêter. Dans les villes, n'importe quel civil. Est-ce que cet homme est un sympathisant ou un soldat Viet Cong ? Eh bien, les Américains doivent faire du renseignement, doivent arrêter tout le monde. L'ennemi peut être partout, il est insaisissable, il est invisible. C'est ça la guerre asymétrique, c'est quand vous affrontez une guérilla qui se fond dans une population. D'accord ? Alors que vous, soldats américains ou soldats du Sud-Vietnam, qui est allié des Américains, eh ben, vous êtes un soldat en uniforme, vous êtes repérable. Donc on peut vous attaquer. Et les hommes, les femmes, évidemment, une partie de la population combat et pas sous uniforme. Vous voyez bien la détermination d'une part de ce peuple vietnamien
qui veut chasser les Américains de son territoire et qui veut unifier son territoire, qui se bat aussi pour sa liberté et son indépendance. Hein. Il ne faut pas raconter de bêtises. Je vous mettrai en lien dans la description une interview de Ho Chi Minh, qui est le chef du Nord-Vietnam et qui est le grand héros de l'indépendance vietnamienne face aux Français, puis de la guerre face aux Américains. Et vous voyez bien, quand vous voyez cette femme qui est arrêtée, est-elle coupable et d'ailleurs est-elle un soldat? Quelles sont ses opinions? Les civils, évidemment, sont pris pour cible pendant ce type de guerre, ce qui fait que l'armée américaine va passer son temps à ne pas savoir qui est l'ami, qui est l'ennemi, donc s'en prendra aux civils, fera des arrestations, commettra des crimes de guerre innombrables. Les Viet Cong ne sont pas tendres non plus, hein, évidemment. Bref, c'est une guerre dans laquelle l'armée s'enlise, parce que c'est une guerre dont les objectifs ne sont pas clairs. Vous ne pouvez pas affronter un peuple qui est soulevé. Donc c'est ça la guerre asymétrique, c'est quand vous avez une armée qui a des moyens hyper puissants, d'accord, qui combat dans des terrains qui sont pas un champ de bataille, qui sont tout un pays, qui va combattre dans des rizières, dans des jungles, dans des rivières, dans des forêts, dans des villages, dans des villes, etc. Et elle affronte une population qui soutient en grande partie ceux d'entre elles qui les cachent. Et pour ça, vous n'avez à leur répondre que soit des M16 ou des B-52, les fameuses forteresses volantes. Il y a eu sur le Vietnam plus de bombes jetées pendant la guerre du Vietnam que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ça vous donne une idée. Et pourtant, non, ça ne marchera pas. Alors ça, c'est du napalm. Eh ben, si les Viet Cong sont cachés dans la forêt, eh ben, désintégrons la forêt avec des bombes incendiaires, avec des défoliants, etc. Bref, les moyens et le coût de cette guerre sont énormes, pour un résultat qui est nul, à part massacrer des civils et tuer des gens, commettre des crimes de guerre, et finalement ne faire que braquer la population contre l'armée américaine. Je vous montre le nombre de morts. Là, vous avez encore une asymétrie, c'est-à-dire une inégalité gigantesque. Vous avez 47 000 morts dans le camp des Américains et de leurs alliés. Vous avez 444 000 morts dans le camp des Viet Cong et des Nord-Coréens, donc dans le camp des militaires opposés. Donc pour un soldat américain tué, c'est 10 soldats nord-vietnamiens qui meurent, et c'est plus de 10 civils qui meurent pour un soldat américain tué. Et encore, là, ce sont des estimations très basses. Hein. Il y a des estimations qui parlent de 1 à 2 millions de civils tués. Mais si vous prenez des estimations basses, ça signifie que pour un soldat américain qui est mort au Vietnam, il y a eu 20 Vietnamiens à mourir. Vous comprenez cette disproportion du rapport. Et bien évidemment, l'opinion publique américaine, très rapidement, n'en pourra plus de ça. Parce qu'elle considérera qu'on envoie des soldats américains mourir et commettre des crimes. Qui plus est, les Américains vont être informés. Il y a plein de journalistes qui sont là, qui filment, qui racontent. Les soldats témoignent des horreurs qu'ils ont vues, des horreurs qu'ils ont pu commettre. Bref, on leur dit qu'ils vont combattre le communisme, mais ils se retrouvent à combattre en fait dans des rizières, dans de la jungle, dans des villes, des populations civiles, ils n'y comprennent rien. L'ennemi est partout. Bref, l'Amérique se perd dans cette guerre et une partie de sa jeunesse va refuser d'y aller et il y aura des manifestations contre la guerre du Vietnam. Donc ça, c'est une guerre par alliés interposés parce que l'enjeu de la guerre du Vietnam, c'est de montrer que les Américains qui se prétendent les champions de la liberté, rappelez-vous le discours de Kennedy, et de la paix dans le monde, eh ben, vont bombarder à coups de bombes de napalm et de bombes de taille immense, vont bombarder une population civile. Et que diable allait-il faire dans ce Vietnam qui leur avait rien fait? Guerre asymétrique, vous en aurez une autre. Là, ce sont des combattants afghans, des moudjahidines afghans, qui vont affronter l'armée rouge entre 79 et 89. J'aurai moins d'images à vous montrer, tout simplement parce que les communistes, les soviétiques ont pris moins d'images de ces combats-là. Il n'y a pas une presse libre là qui peut accompagner, mais les moyens mis en œuvre par l'armée rouge sont immenses. Et ces combattants afghans qui sont équipés par les Américains, je vous avais parlé dans le cours précédent, vont affronter l'armée rouge. Et s'ils auront bien plus de morts, évidemment, sur le total en termes de civils et de soldats que l'armée rouge, jamais l'armée rouge n'arrivera à garder le contrôle du pays. Les soldats, elle va avoir de plus en plus de pertes et ça va coûter une fortune. Comprenez bien que quand vous entretenez une armée régulière, le matériel que vous avez pu voir, que ce soit dans la guerre du Vietnam ou ici, pendant la guerre de l'Afghanistan, coûte très cher. Donc ces guerres asymétriques, c'est des guerres qui coûtent des milliards pour la puissance qui attaque, elle est énorme, et qui coûtent assez peu pour celles qui résistent. Et bien ça, il y en aura beaucoup. Dans chaque conflit, dès qu'on voit qu'il y a un conflit, une crise ou un conflit qui éclate quelque part pendant la guerre froide,
chaque camp va soutenir la partie qui se révolte, pour que l'autre soit obligé d'intervenir et que ça lui coûte cher, qu'il y perde des hommes et qu'il se démoralise. Voilà, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Pour comprendre la guerre d'Afghanistan, regardez cette bande dessinée qui s'appelle Le Photographe. C'est absolument incroyable. C'est un Français qui était parti avec une organisation humanitaire, je crois que c'est Médecins sans frontières, pour suivre un groupe de médecins qui allait plusieurs mois dans les montagnes afghanes, dans un village, soigner des civils, donc pas participer au combat. Et il vous relate son expérience, que c'est que cet Afghanistan en guerre. C'est absolument incroyable et bouleversant. C'est un mélange de photographie qu'il avait réalisé et de dessin. C'est tout à fait fou, quoi. Il faut le voir. Donc retenez effectivement de cette guerre par alliés interposée, c'est que c'est très simple. Les Américains vont affronter des communistes au Vietnam qui seront soutenus par le bloc. D'accord ? Et en Afghanistan, les Soviétiques vont aller affronter les Afghans qui sont soutenus par les Américains. Et vous aurez ce type de conflit, absolument, vous en aurez un peu partout. Dès qu'il y a une guérilla communiste qui éclate en Amérique latine, qui est dans le camp américain, évidemment, les Soviétiques vont tout faire pour les soutenir. De même que les Soviétiques soutiendront Cuba pendant toute la guerre. D'accord ? Et de même que les Américains iront soutenir tous les régimes anticommunistes qu'on peut trouver en Asie du Sud-Est. Donc on se bat, rappelez-vous, j'ai pris la métaphore un peu comme aux échecs, les rois ne s'affrontent pas, mais les pièces s'affrontent. Alors sur le plan militaire, il va y avoir une rivalité sur le plan de ce qu'on a appelé la course aux armements. Ici, vous voyez Truman et Staline qui sont en train de peser leur bombe atomique pour savoir qui a la plus grosse et la plus lourde. Et cette course à l'armement, à savoir qui va construire le plus, ça va avoir lieu pendant toute la guerre froide. Pourquoi ? Parce que l'équilibre de la terreur, c'est-à-dire le fait que chaque camp peut détruire l'autre à coups d'armes atomiques, il ne faut pas le rompre. C'est comme vraiment deux balances qui s'équilibrent. Donc si votre ennemi se met à construire 10 000 têtes nucléaires, il ne faut pas que vous en ayez 50. Parce que s'il en trouve des plus rapides et des plus performantes que les vôtres, peut-être que vos 50 petites bombes ne seront pas utiles. Donc vous voyez ici, la course à l'armement, vous avez des graphiques avec le nombre d'armes atomiques que possèdent les Américains et une estimation de ce qu'ont les Soviétiques. Alors, ils commencent à lancer, les Soviétiques, la production en masse dans les années 60. Et vous remarquez qu'à partir des années 80, ils dépensent pour construire des têtes nucléaires. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. Ils font des armes nucléaires, et là, pour le coup, c'est pour se défendre. Ils en font un maximum, parce qu'ils n'arrivent plus à développer des technologies navales ou des avions aussi performants que les Américains. En fait, ils sont en crise, les Soviétiques, à partir des années 70-80. Donc, ils surinvestissent dans l'armement nucléaire. D'accord ? Pour dire aux Américains, surtout, vous n'avez pas intérêt à nous attaquer. Mais ils n'ont pas les moyens d'invasion USA ou de Aube Rouge, c'est-à-dire d'un débarquement aux États-Unis, non. Et cette course à l'armement, ça va ruiner l'URSS. Pourquoi ça va la ruiner ? Parce qu'à partir des années 80, vous avez 50% du PIB de l'URSS, d'accord ? Donc la moitié de la richesse produite, qui part dans le budget militaire, pour construire des tanks, pour construire des fusées, pour essayer de suivre la course qui est imposée par les Américains. Parce que là, vous voyez un nombre de têtes nucléaires gigantesques, donc il a fallu rattraper, mais les Américains ne vont pas faire que ça. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Les Américains, à partir des années 80, vont relancer la course à l'armement et vont définitivement épuiser les Soviétiques. Vous le voyez ici. Là, vous avez le budget militaire de l'URSS. Vous voyez qu'il augmente progressivement pendant toute la guerre froide et qu'à partir des années 70-80, il se met à exploser. Pourquoi ? C'est parce que les Américains se sont lancés dans la course à l'armement et ils ne font plus que des têtes nucléaires, ils font aussi des systèmes de missiles, des systèmes différents, on en parlera la prochaine fois, qui vont forcer l'Union soviétique à tout investir jusqu'à, évidemment, vous voyez, son effondrement à la fin des années 80 et début des années 90. Donc voici la trace écrite qui résume tout ce que je vous ai dit là. C'était un peu long, mais j'espère avoir été clair et vous avoir bien montré les différents aspects de cette guerre. Donc on se base sur le plan culturel à travers les films, les BD, etc. Le macartisme, la peur des rouges, effectivement, qui va déclencher une vraie chasse aux sorcières anticommuniste. Donc on a peur de l'ennemi de l'intérieur. Et il y a une vraie guerre culturelle pendant toute la guerre froide. Sur le plan sportif, qui gagne les compétitions ? Effectivement, chaque pays représente son camp, donc on montre qui est le plus fort. Les JO vont être ce seront des moments forts de l'affrontement, avec les deux boycotts. 79-83, je modifierai, c'est 80-84 évidemment, mais c'est en référence. En fait, les boycotts sont annoncés l'année précédente. En 79, les Américains annoncent qu'ils n'iront pas au JO de 80. Et pareil, en 83, les Soviétiques annoncent qu'ils n'iront pas
au JO de 84. Sur le plan technologique, la course aux étoiles avec la conquête spatiale, je vous rappelle les grandes dates. Paralien interposé, effectivement, les notions de guerre asymétrique et sur le plan militaire, la course aux armements. Voilà, je vous remercie. Si vous avez eu le courage d'arriver jusque-là, je vous mets un petit bonus pour que vous voyez un peu comment on parlait de la pop culture et notamment de ce groupe anglais célébrissime à l'époque, dans les années 60, qui s'appelle les Beatles. Petite vidéo sous-titrée en anglais, vidéo russe, qui vous montre comment on les présente, ces Fab Fours. Merci à vous de m'avoir suivi. Эстрадный квартет Битлз. Поль Маккартни, Джордж Харрисон. Посмотрите, как они элегантны. А в начале своей карьеры четверка выходила на сцену в купальных трусах с сиденьем от унитаза на шее. Вскоре они встретили добрую фею, лондонского дельца Бристона Эпштейна. Фея поняла, что из способных ребят можно делать деньги. Зараженные психозом зрители уже ничего не слышат. Истерики, вопли, обмороки. Разгромленный зал и драка – обычный финал концерта. Мир, заключенный в 4 стенах, оклеенными портретами длинноволосых певцов. Танцуйте, ребята, танцуйте. Это хороший, веселый танец. Танцуйте, не смотрите по сторонам. Вам до этого нет никакого дела. Валяйте, ребята, валяйте погромче, погорячее. Вам ни до кого нет дела.